J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire? Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Donc du coup, voilà. Ah, magnifique. Bah écoute, bienvenue dans le podcast Alors c'est quoi ton histoire, Stéphane? Bienvenue. Très heureux de pouvoir discuter avec toi. Enchanté. Comment tu te sens? Nickel. Nickel. Franchement, bien accueilli, très pro. Bon accueil. Super, magnifique. J'aime bien aujourd'hui, tu viens, mais avant de commencer, on a un petit clap à faire. Okay. D'accord. On a un petit clap. Si tu veux, on le fait ensemble. Au bout de 3, 1, 2, 3. Yes. Belle synchronisation. Hein. On est pas mal. Hein. Je suis dans le timing. On est dans le timing. Excellent. Excellent. J'ai quelques petites questions pour toi pour commencer juste simplement à s'ouvrir aux personnes qui vont regarder la vidéo, aux personnes qui vont nous écouter aussi. Ok. Ton prénom? Stéphane. Ton âge? 41 ans. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier? Alors aujourd'hui, je suis coach sportif, préparateur physique, je suis professeur de boxe à Polytechnique. Je suis gérant de plusieurs structures sportives. Je suis expert dans l'accompagnement à travers le sport sur la gestion du stress et le burn-out. Et je suis fondateur du concept l'atelier l'art de boxer aussi, accessoirement. Ça fait pas mal de sport tout ça. Pas mal de sport. Je suis coach sportif de manière générale. Je suis un passionné de sport. Et qu'est-ce qui t'a amené là, aujourd'hui? Parce qu'on va en parler de ta trajectoire, hein, on va y arriver, mais précisément là où t'es en tant que coach sportif, accompagnateur, etc. Qu'est-ce qui t'a amené là? Je dirais que c'est la vie. Hein. J'étais pas du tout, je pense, prédestiné à prendre ce chemin. Je suis coach sportif depuis à peu près un peu plus de 10 ans. Avant ça, j'étais gérant de société. Donc j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Et je boxais, donc je suis ancien boxeur. Passé coach, manager, préparateur, etc. Mais à la base, je suis gérant de société. Donc, je gérais une société. J'entraînais, je boxais aussi un petit peu. Et il y a 10 ans, je me suis dit, je vais prendre une tangente. Je vais changer de cursus. Et je me suis mis totalement dans le sport. Ah ouais. Voilà, donc j'ai vendu mes sociétés. Je suis resté dans le sport. Et justement, tu as commencé à l'aborder là par rapport à avant, celui que tu étais aussi avant. C'est qu'aujourd'hui, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, pour comprendre ce que la personne souhaite apporter au monde, il est important de comprendre d'où elle vient. Il est important de comprendre, certes, l'homme que tu es, mais l'enfant que tu étais aussi, les valeurs qui t'ont été inculquées, les valeurs dans lesquelles tu as grandi, les valeurs que tu portes aujourd'hui et les influences que tu as eues, que ça soit autant positif que négatif, qui t'ont permis d'être celui que tu es aujourd'hui. Alors, pour rentrer directement dans cette histoire, j'ai une question pour toi, Stéphane. Alors, c'est quoi ton histoire? Comment tu te définirais à une personne qui ne te connaît pas? Je dirais que je suis un passionné de sport qui aime construire, accompagner et aider les gens à atteindre leurs objectifs. De manière générale. Ouais. Et aujourd'hui, pour une personne lambda, on prend une personne qui arrive, qui essaye de comprendre qui est Stéphane. Qu'est-ce que tu lui dirais pour essayer de comprendre aujourd'hui la personne que tu es? Qu'est-ce que je dirais à une personne qui essaie de savoir qui je suis ou qu'est-ce que je suis devenu, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je dirais On commence lourd, hein? De vraies questions bien profondes. Là, je sais pas, je dirais que je suis une personne qui aime aider, accompagner parce que j'ai un passif qui m'a... J'ai été obligé, grosso modo, de par mon environnement, à me débrouiller seul, à passer des steps seul, à m'organiser seul, à faire les choses en autonomie. Et justement, l'expérience que j'ai acquérie au fil du temps avec toutes ces années, j'ai à cœur de justement le
le dispenser aux gens, le présenter aux gens, le donner aux gens pour leur faciliter la vie, leur éviter de faire peut-être mes erreurs et de leur faire gagner du temps tout simplement. Donc je suis là pour accompagner à travers mon expérience. Et t'étais qui comme type d'enfant, toi? J'étais un enfant plutôt calme, discipliné, observateur. J'aimais bien comprendre les choses, analyser, être stratégique. J'aimais bien la paix. Donc, je suis tout de suite rentré dans quels sont les outils qu'il faut pour réussir à... J'ai toujours été dans ça. Analyse, observation, studieux. Je suis quand même assez discipliné, plutôt très calme. Et j'ai très vite compris qu'il fallait observer son environnement et s'adapter à son environnement. Donc, j'étais plutôt un enfant discret. Et qu'est-ce que tu retrouves aujourd'hui de cet enfant? Qu'est-ce que je retrouve? L'envie de satisfaire. J'ai eu beaucoup ça avec ma mère. Moi, je suis le dernier d'une grande famille. Donc, j'ai tout de suite compris que c'est pas le rapport de force qui va faire la différence. Donc, c'est beaucoup l'analyse. Regarder son environnement, comprendre ce qu'il faut, faire pour réussir, être à sa place, avoir la paix, la tranquillité. Et je pense que c'est un cheminement qui m'a suivi toute ma vie. Donc, j'ai toujours été à l'écoute, observateur. Et je pense que c'est cette oreille que j'ai aujourd'hui en tant que coach qui me permet justement d'analyser, de m'adapter à mes clients, à mes interlocuteurs. Là, tu parlais de ta mère, justement. Quelles sont les rencontres à ce niveau-là, en tant qu'enfant, qui ont marqué ta construction? En tant qu'enfant, ce qui a marqué ma construction, après moi c'est plus le socle familial. J'ai une vie familiale assez particulière où j'ai grandi avec mes frères et mes sœurs, mais aussi avec mes cousins et mes cousines qui étaient mes frères et sœurs. Donc j'ai appris à partager, que la famille c'était pas forcément les liens du sang, qu'il fallait faire ce qu'il faut, peu importe qui tu as en face de toi. Donc c'est toute cette structuration-là qui m'a élevé en réalité, avec ces notions de travailler, discipline, être impassible, mais c'est vraiment ça, le travail, la constance. Et là, à ce moment-là, tu te construis et tu as tout cet entourage avec toi et un partage avec des valeurs fortes finalement. Ce partage et mise en commun sans doute des biens, des valeurs, de l'entraide, etc. Quand tu te construis à ce niveau-là, à quel moment le sport vient dans ta vie? J'ai toujours été un peu sportif, dès mon plus jeune âge. Je pense qu'à 6-7 ans, je faisais déjà du judo. Je faisais du judo, j'ai dû faire du judo pendant 2-3 ans. C'est ma mère qui m'avait inscrit au judo, je me souviens. Ensuite, je vois que ça te donne le sourire. Parce que j'ai des bons souvenirs du judo. Et ensuite, je suis passé au foot. J'étais un footeux jusqu'à mes 13-14 ans. Et j'ai arrêté le foot et je suis passé sur la boxe. Mais j'ai toujours été dans le sport en réalité. Des sports individuels, des sports collectifs. Il y a des avantages et des capacités différentes, des caractéristiques différentes selon les sports. Mais j'ai fait du judo, j'ai fait du foot. Et j'étais bon en plus au foot. Et je suis passé à la boxe. J'avais besoin d'un sport individuel pour apprendre à me connaître, pour renforcer, etc. Plus jeune, j'étais pas aussi dur que maintenant. J'étais plutôt tranquille, doux. Ma mère d'ailleurs me fait la réflexion des fois en me disant... quand t'étais jeune, t'étais un peu mou. Je me demandais comment t'allais te débrouiller, alors qu'aujourd'hui, t'es vraiment bien dur, tu vois. Donc, avec le temps, j'ai voulu peut-être vers 14-15 ans me forger un peu plus au niveau de la boxe anglaise, donc avec les poings. Et de là, je suis resté dans la boxe. Après, j'ai changé de discipline parce qu'après, je suis passé dans la boxe pied-point. Et je suis resté, là, je suis dans les sports de contact, donc kickboxing, boxe thaï. On est même un peu dans le MMA aujourd'hui. Donc, Et qu'est-ce qui a été justement le déclic pour toi? Parce que ta maman qui te dit ça, qu'aujourd'hui, tu n'es plus exactement le même que celui que tu étais avant. Il y a eu un shift, il y a eu un changement. Ça a été quoi le point de départ de ce changement? Il y en a eu plusieurs. Je dirais, alors moi, je viens d'un quartier assez difficile. Je viens du 92, quartier Le Grand Ensemble et Baconnais, où la vie était un peu dure quand même. Et du coup, j'ai grandi dans un quartier assez dur. Il a fallu avoir les épaules. Donc, je pense que ça joue aussi, cette histoire de jeunes de quartier. Après, j'ai cette notion de responsabilité. Il faut savoir que moi, j'ai été papa jeune. À 18 ans, j'étais papa. Donc, notion de responsabilité, faire ce qu'il faut, être dur, être impassible, toujours avec ces notions, ces valeurs. Donc, je pense que c'est ça qui a shifté. Et du coup, je suis resté dans cette ligne de conduite. Ouais. Magnifique. un bel événement finalement aussi qui a construit, qui a contribué à ta construction, l'arrivée d'un bébé. Oui, j'étais
j'étais pas apeuré, un peu comme si je savais que la notion de responsabilité était en moi, en fait. Donc, ouais, j'ai été père jeune, à 18 ans, en même temps que le bac, en même temps que le permis. Donc, on était déjà dans cette notion d'objectif, de tu ne lâches pas, tu baisses pas les bras. Et c'est ce qui m'a peut-être conditionné à faire tout le reste, parce que depuis tout ce temps, je suis toujours dans ces notions de fais ce que tu as à faire, sacrifice, responsabilité, lâche pas l'affaire, ce mindset d'entrepreneur finalement, père de famille, mais entrepreneur. Ouais. Et entrepreneur aujourd'hui dans le sport de combat, on va dire de manière générale, mais tout à l'heure, tu as dit que tu as fait des sports qui n'étaient pas de combat, justement. Tu as fait du foot, tu es passé de sport individuel à sport collectif. Qu'est-ce qui a fait que tu changes de sport, par exemple, collectif à individuel ou inversement? Qu'est-ce que ça t'a apporté, chacun, de leur côté? Alors, pourquoi je le fais? Je pense que c'est des périodes différentes de ma vie. Je pense que quand on est jeune, c'est peut-être soit un rapport à la famille, soit un rapport aux frères, soit un rapport au papa, mais on aime tous à un moment donné le foot. Si c'est pas le foot, c'est le basket. On a toujours un petit sport co qu'on aime. J'arrête le foot parce que je suis frileux et à chaque fois en hiver, j'arrête. On me dit, tu saoules, t'es bon, mais pourquoi t'arrêtes? Il fait froid. Donc du coup, et la boxe, je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin d'un sport dur pour apprendre à me connaître. C'est des qualités différentes. Un sport collectif, ça t'apprend la cohésion d'équipe, le partage, etc. Un sport individuel, c'est tu ne triches pas, surtout en sport de combat. Ne triche pas, apprendre à se connaître, se dépasser, la résilience, etc. Et la boxe, c'est un sport très, très complet. Les différentes boxes sont très, très complets pour apprendre à se connaître, se dépasser, savoir où on en est, la discipline, le respect de l'autre, etc. Donc, je pense que j'avais besoin aussi de tout ça. Mais j'ai jamais été loin du foot non plus, même si je ne pratiquais plus. Mais je pense que c'est complémentaire. Mais j'étais un peu plus attiré sur la boxe. Aujourd'hui, tu vois, tu fais des sports de combat. Même avant d'être coach, tu as fait des sports de combat. Quelles sont les appréhensions que tu as eues avant de monter sur un ring, par exemple? Ça, c'est une bonne question. C'est marrant parce que généralement, on dit que... je suis un mec de quartier, je suis un mec de la rue. Généralement, on dit qu'il ne faut pas... c'est totalement différent, la boxe et la rue. On dit généralement que la rue, c'est plus dur que la boxe. Moi, c'est pas réellement mon cas. Je trouve que la boxe, c'est plus dur. Parce que en boxe, tu as une structuration, tu as quelqu'un de préparé face à toi, tu dois boxer quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu dois gérer tes émotions, tu ne dois pas décevoir. Moi, c'est ça en fait, la peur de décevoir. Ça a été un gros facteur stress. Je boxais super bien, j'étais bon, j'ai eu plusieurs titres nationaux, j'étais en équipe de France, capitaine, etc. Mais ce qui me bouffait, c'était le stress avec la peur de décevoir. Chose que je n'avais pas du tout dans la rue, parce que la rue, c'est émotionnel, c'est la colère, c'est les ressentis, etc. Et je trouve que pour moi, du coup, la notion rue est plus facile. Si tu me fais shifter, on peut aller en guerre. Alors que la boxe, il faut gérer ses émotions. En face de toi, tu n'as personne qui ne t'a rien fait. C'est tactique, c'est technique, que le meilleur gagne. Et il faut repartir, que tu gagnes ou que tu perdes. Donc, du coup, c'est ça. C'est ce côté peur de décevoir. En plus, moi, je boxais, je coachais en même temps. Donc, s'il y a tes élèves, les élèves regardent le coach. Si tu as ton public, et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup pesé. Là où mes élèves, moi, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus légers. Et je leur dis, franchement, chapeau, comment tu... Non, moi, ça me dérange pas. En plus, aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux, où tu es tout de suite à la vue de tout le monde, exposé, etc. Moi, c'est des choses que je détestais. D'ailleurs, si tu cherches des combats, j'ai fait exprès de tout effacer. J'aime pas ça, tu vois. Donc, voilà, c'était la grosse appréhension. Et en comprenant ça, parce que là, peut-être que tu le dis avec le recul, mais à ce moment-là, déjà, est-ce que tu sentais que c'était peut-être une limite, le fait d'avoir cette appréhension, l'impact que ça pouvait avoir? Je pense que c'est avec le temps. Je pense que tu travailles sur toi, tu apprends à te connaître, donc tes qualités, tes défauts, tes lacunes, et tu apprends à travailler dessus. Tu apprends à aller au-dessus, tu apprends à moins faire attention au regard des autres, à te focaliser sur tes objectifs. Et généralement, les gens ils sont là pour te soutenir, donc il faut aller de l'avant, etc. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, justement, au Stéphane d'il y a 20 ans? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, aie confiance en toi, avance, sois persévérant, et entoure-toi parce que tu peux pas tout faire tout seul aussi. Tu peux pas tout faire tout seul. Et lui, qu'est-ce qu'il te dirait aujourd'hui en voyant l'homme que tu es devenu?
la personne que tu es devenue, le Qu'est-ce coach qu'il que me tu es? dirait Ouais. Je pense qu'il serait fier. Je pense qu'il serait fier de moi, avec quelques 2-3 petites erreurs à ne pas reproduire, mais dans la globalité et sur l'aspect sportif surtout, il serait fier. Je pense qu'il serait fier. Aujourd'hui, quand je te parle des personnes qui construisent toute une trajectoire, des personnes qui construisent toute une personne, tu penses à qui? Alors, tu parles de moi personnellement, Ouais, sur l'aspect humain ou sur l'aspect sportif? sur tout l'aspect, parce que finalement, ça va Ça construire... englobe le tout. Exactement. Moi, j'ai plusieurs inspirations et c'est beaucoup autour des sports de contact, donc autour de la boxe, etc. Après, j'ai des artistes aussi qui m'inspirent, comme Sean Carter, etc. Parce que c'est la réussite, c'est l'inspiration, c'est le self-made, etc. Mais au niveau des sports de contact, oui, j'ai des inspi, des personnes qui ont été dans mon chemin, qui m'ont donné 2-3 conseils à un moment donné et des conseils très importants qui résonnent encore. Donc j'ai eu Fernand Lopez, qui est connu, qui est l'entraîneur de Cyril Gane, qui est le head coach du MMA Factory. J'ai eu Médéric Chapiteau, qui a été DTN de la Fédération des sports de contact, qui a été l'instigateur d'un organisme de formation connu sur les sports de contact et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. J'ai eu Alassane Gaye, qui a été un de mes coachs de l'équipe de France. C'est des personnes qui ont et le tempérament, et l'aura, et l'expérience, qui m'a vraiment inspiré, en fait. Et là, tu parles de conseils, justement. C'est une des questions que je me posais, c'est quels sont ou un des conseils qu'on t'ait donné qui résonnent encore aujourd'hui et que tu appliques encore aujourd'hui? C'est toujours ces personnes qui avaient 1, 2, 3 temps d'avance et qui étaient en capacité de voir mes capacités. Donc, c'était toujours Stéphane, tu devrais avancer là. Tu devrais continuer sur ce que tu ressens. Si tu as besoin d'aide, je suis là parce qu'on sent que tu vas faire quelque chose. Donc, il sentait déjà mon état d'esprit, là où moi, j'étais peut-être pas conscient de ce que j'étais en capacité de faire. Et c'est là où je trouve ça fort. Et c'est avec du recul. Sur le coup, on percute pas spécialement. Je me souviens que Fernand, je devais passer un diplôme d'État, un DEGEPS, à niveau Bac+2. Et il m'avait posé 2-3 questions. Il était déjà en avance. C'était mon jury. Il m'a posé 2-3 questions. Sur le coup, j'ai pas tilté. Et en sortant de l'examen, je me suis dit, ah ouais, il sait de quoi il parle. Tu vois, et c'est 2-3 occasions comme ça que j'ai eues avec ces personnes-là. Ouais. Et ça résonne parce que ils ont su voir en moi des choses que je voyais peut-être pas à l'instant T, en fait. Ouais. Et dans ces conseils, tu as des personnes qui te donnent des conseils que tu appliques et il y a des résultats après, mais il y a aussi parfois des conseils qui te mènent, entre guillemets, à ta perte. Les mauvais conseils. Ouais. Quel est le conseil, le pire conseil que tu aies pu recevoir et que tu as décidé de ne pas suivre? C'est marrant parce que c'est le pire conseil et j'ai pas pensé à lui en plus. Le pire conseil que j'ai eu et avec mon ego, m'a permis de devenir qui je suis. Tu vas me faire penser. Ouais. Quand j'ai commencé à coacher, à boxer et à coacher, j'avais mes agences, j'avais mes entreprises et je commençais à passer des diplômes. Et on m'a dit, oh, mais Stéphane, ça sert à rien de passer tes diplômes. Il n'y a pas d'avenir dans la boxe. Tu ne peux pas vivre de la boxe. Tu ne pourras pas vivre de la boxe. Ouais. Aujourd'hui, je vis totalement de la boxe depuis plus de 10 ans. Tu vois, et c'est un conseil, en gros, il me disait, reste sur tes structures, ok, boxe un peu, reste dans le milieu associatif, mais je passe des diplômes histoire d'eux, quoi. Tu n'iras pas plus loin. 2-3 ans après, j'avais tout vendu et j'étais complètement coach de boxe dans des salles de sport. J'ai innové un peu cette casquette de coach. J'étais l'un des premiers à travailler dans les salles de sport en tant que coach de boxe, etc. Et aujourd'hui, je vis totalement, essentiellement, que de la boxe, ou du moins du sport. Mais le conseil que j'ai reçu de cette personne, c'est laisse tomber, de toute façon, Stéphane, tu peux pas vivre de la boxe. Et cette personne est encore dans le milieu associatif. Et effectivement, elle ne fait pas d'argent dans la boxe. Alors qu'en fait, si, il faut savoir mettre un business model en place, il faut savoir structurer les choses, il faut avoir peut-être des notions d'entrepreneuriat aussi. Mais c'est peut-être l'exemple que j'ai pas écouté et que je croise encore aujourd'hui. On est totalement différents, j'ai totalement évolué là où la personne est restée au même stade, en fait. Et face à ça, qu'est-ce que tu penses justement de ce parcours-là? Le fait, d'un côté, de pouvoir être capable de prendre les conseils, d'appliquer certains principes, et de l'autre côté, de dire non, ce conseil-là, c'est une limitation que tu me donnes et je vais passer au-delà
et je vais aller faire ma voie. C'est une question de lecture, je pense. C'est une question de lecture. C'est une question de choix. Il faut savoir écouter, savoir peser le pour et le contre, se connaître, être réaliste et trancher. Mais c'est le même principe que la boxe. Hein. Chaque situation est différente. Quand est-ce que je tape, quand est-ce que je tape pas, quand est-ce que j'attaque, quand est-ce que je défends. C'est le même principe. C'est un peu le même principe que les échecs. Tu regardes qui parle, tu regardes ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est capable de faire. Tu regardes si ce qu'elle te dit c'est pertinent ou pas. Et c'est pas parce qu'elle pense que c'est pas possible que c'est pas possible. Ouais. Ses limites, elles sont ses limites, elles ne sont pas forcément les miennes. Et la preuve en est. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai plutôt tendance à pas trop écouter les conseils des gens, les critiques non plus, à part quand c'est de personnes que j'estime que je respecte parce qu'elles ont accompli des choses. Sinon, je passe un peu outre parce que tout le monde a l'art et la manière de donner son avis. Un avis, c'est pas forcément une science. N'est-ce pas? Parce que là, tu suis justement cette voie-là qui te pousse à te dépasser, à aller atteindre des sommets. Tu arrives dans la boxe, tu fais de la boxe, tu coaches dans la boxe. Ouais. Ça t'apprend des choses, ça t'apporte quelque chose dans ta vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, la résilience, le respect. Ça t'apporte aussi... tu connais forcément les parties un petit peu plus douloureuses, l'échec, la discipline derrière. Tomber, se relever. Exactement. À quel moment, toi, tu t'es dit que moi, ce que je veux, c'est apporter quelque chose dans la boxe qui change par rapport à ce que je connais aujourd'hui? Alors, je me suis pas dit ça comme ça. J'ai pris la chose à l'inverse. Au début, je coachais de manière classique. J'ai passé des diplômes. Alors, ce qui est marrant, c'est que je boxais et j'entraînais en même temps. J'ai une petite particularité. Okay. J'ai même commencé à coacher avant de boxer. J'ai boxé pour avoir de l'expérience en me disant que si un jour, tu as des élèves qui veulent faire de la compétition, il faut que tu aies un petit peu d'expérience pour pouvoir retranscrire les bonnes informations. Donc, même dans la boxe, j'avais déjà ce mental, ce mindset d'entrepreneur. Donc, c'était sur du long terme. OK, tu coaches. Il faut quand même un peu de crédibilité, il faut du savoir, donc il faut des diplômes, il faut de la crédibilité aussi, va boxer. Donc c'est pour ça que je boxe à la base. Je boxe même pas pour être le champion du monde, je boxe juste pour l'expérience en vrai. Et après oui, je monte mes classes, je fais mes classes, je passe professionnel, etc. Je prends des titres, mais et même quand j'arrête de boxer, ça me dérange pas. L'objectif c'était pas d'être champion du monde, c'est d'avoir de l'expérience et de pouvoir plus tard retranscrire cette expérience. Donc ça part de là. Après je passe les diplômes. En passant des diplômes et dans ma carrière de coach, je rencontre des personnes, donc différentes méthodes de travail. Je m'imprègne forcément, parce qu'on est là pour s'imprégner de ce qui se passe, etc. Et je prends ce qu'il y a à prendre, je laisse ce qu'il faut laisser. Je me rends compte que j'ai une analyse fine quand même au niveau du coaching. Et je passe justement dans l'accompagnement dans le sport, pour la gestion du stress et du burn-out. Et là, tu as une notion cérébrale, mentale, neurologique, qui est non négligeable. Et je sais que j'ai vraiment une plus-value. À partir de là, je me dis, bon, la boxe, c'est pas que le physique. Ouais. La boxe, c'est pas que ça. C'est pas je tape fort, c'est pas je tape vite. C'est est-ce que je suis en capacité d'analyser? Est-ce que je sais gérer mon stress? Parce que je peux être le plus performant possible sans stress, mais le stress, ça bouffe. Donc voilà, comment tu peux faire? Donc on parle de préparation mentale, ok, gestion du stress, analyse, t'adapter, etc. Et je sais que j'ai ces notions-là que je peux apporter dans la boxe que très peu de coachs ont. Parce que c'est de la formation, c'est de l'analyse comportementale, c'est pas de petites choses. Et là, ça devient intéressant. À ce moment-là, quelle est la plus grande chose, la chose la plus on va dire valeureuse, avec le plus de valeur que tu apprends à tes débuts? Je me rends compte que je suis bon pédagogue déjà. C'est excellent parce que c'est plutôt pas mal pour coacher. Coach de vie, coach dans la vie de tous les jours, avoir une bonne péda. Je me rends compte que les gens ont des résultats et les gens sont remplis de gratitude, la gratitude. Et je prends plaisir à aider les gens, à les voir réussir. Je prends plus de plaisir à voir mes boxeurs, par exemple, gagner qu'à gagner moi-même, en fait. Donc, je me rends compte que transmettre pour que la personne atteigne ses objectifs, réussisse, est beaucoup plus important pour moi que réussir tout seul, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est beau parce que d'un côté, on a la pédagogie qui est extrêmement importante et que beaucoup délaissent parce qu'on remet souvent la faute sur l'autre. Tu fais pas ce que je te dis, donc tu apprends mal. Donc forcément que
Et puis, de l'autre côté, la gratitude, effectivement. Parce que je pense que je suis d'accord avec toi que aujourd'hui, la plus grande valeur, en tout cas, que tu puisses recevoir d'une personne devant toi à qui tu rends service, La reconnaissance. C'est la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Il ne s'agit pas forcément d'une valeur monétaire, c'est simplement que la personne devant toi ait intégré que tu lui as apporté quelque chose. C'est ça. Et te le démontre par des mots, par un regard. C'est ça. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment ça. Et ce que je dis généralement, c'est que les gens me posent souvent la question, mais quand tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu gagnes? La reconnaissance, c'est énorme. La satisfaction, de voir la satisfaction d'une personne que tu as aidée et qui est reconnaissante et qui est prête à tout par reconnaissance. Juste, mais ça n'a pas de valeur en réalité. Exactement. C'est bien plus important pour moi que de l'argent, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt. Et c'est pour ça que j'ai formé plusieurs boxeurs. Et je suis beaucoup dans l'éducation par le sport. Ça veut dire que c'est des boxeurs qui ont appris à boxer avec moi. Et on n'a pas du tout d'aspect financier. C'est vraiment, je te structure ta vie à travers la boxe. Parce qu'il y a un parallèle entre la boxe et la vie. Si tu comprends la boxe, tu comprends la vie. Voilà, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut encaisser, il faut savoir se défendre. Il faut aller de l'avant, il faut gérer ses émotions, il faut savoir se relever, etc. Et c'est le cursus que je donne à mes boxeurs pour que ça devienne des hommes, en fait, pas des champions du monde. Et c'est ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils performent. Hein. Mes deux gros boxeurs, mes deux professionnels sont top 5 français. Donc poids lourd et 67 kilos. Mais ma plus grande fierté, c'est pas qu'ils soient top 5 français, c'est que ce soient des hommes accomplis, structurés, avec des diplômes, dans le même cheminement que moi. Ils vivent de leur passion, ils font ce qu'ils aiment, etc. Et c'est beaucoup plus ça qui me satisfait et qui me rend fier d'eux que le fait qu'ils gagnent un combat, en fait. Et cette philosophie-là, justement, elle s'intègre dans ce que tu as créé. Ouais, c'est exactement le concept de l'atelier l'art de boxer. L'objectif, c'est vraiment de satisfaire les gens à partir d'un écosystème pour que tout le monde puisse justement réussir à atteindre ses objectifs. Et donc, j'ai mis en place un outil qui essaie de faciliter la mise en relation et la trajectoire vers ton objectif. Et cet outil-là, comment il se déploie? Comment il se déploie? En fait, j'ai conçu l'atelier l'art de boxer. L'atelier l'art de boxer, c'est un concept qui englobe plusieurs plateformes. Une plateforme d'entraînement, donc les personnes qui veulent découvrir, s'initier, se perfectionner en boxe pied-point, boxe anglaise, kickboxing, muay thai, peuvent s'entraîner en format digital. C'est une petite nouveauté, format digital. On a tendance à croire que la boxe, pour travailler en boxe, pour performer en boxe, juste pour s'initier en boxe, il faut forcément un coach devant soi qui tient des pattes d'ours, qui tient des pas hauts. C'est pas forcément vrai. Certaines personnes diront si c'est obligé, c'est parce qu'elles sont un peu limitées en vrai et qu'elles n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Donc du coup, j'ai mis un concept digital accessible partout, en ligne, depuis ton téléphone, depuis ta télé, depuis ton ordinateur, où tu peux découvrir, t'initier, te perfectionner en boxe pied-point. Peu importe ton niveau, peu importe tes accessoires, d'où tu veux, peu importe ta discipline, kickboxing, muay thai, boxe anglaise, tu t'inscris sur la plateforme et tu élabores tes séances, tu as des tutos, tu as des exercices à reproduire, tu as des packs entraînement, tu peux même faire du coaching ou mettre en place des programmes et en fait, tu t'entraînes à ton rythme. Donc ça, c'est la première plateforme. Elle s'appelle le laboratoire. D'accord. Donc c'est le laboratoire de l'atelier l'art de boxer. Ok. En mettant en place cette plateforme, qui est mon idée principale de base, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin beaucoup plus grand d'utilité publique. Et du coup, j'ai mis en place une plateforme de mise en relation qu'on appelle le quartier général. D'accord. Donc, c'est un écosystème qui réunit tous les acteurs des sports pieds-points et du MMA. Donc, dessus, tu retrouves les boxeurs, les coachs, les clubs, les managers, les salles de sport, les professionnels de santé, les organismes de formation, les médias. En fait, c'est tout un écosystème réuni sur une seule plateforme pour faciliter la mise en relation, pour que les combattants puissent trouver des sponsors, pour que les combattants puissent trouver des combats assez rapidement, pour que les organisateurs puissent trouver très facilement des vidéastes, des photographes, des speakers pour les événements. C'est ça. Tout simplement parce que j'ai boxé, j'ai entraîné et la problématique qu'il y avait, c'était qu'à chaque fois, il manquait quelque chose et on n'a pas d'outil digital pour pouvoir le retrouver en réalité. Donc à chaque fois, c'est soit tu as un réseau, soit c'est du bouche à oreille, soit tu demandes à un collègue, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Et depuis le temps qu'on est dans les sports de combat, on n'a pas d'outils. Je me suis rendu compte de ça pendant que j'élaborais le laboratoire. Donc j'ai fait une petite pause.
J'ai conçu le quartier général. Je me suis dit, c'est un écosystème, on en a besoin. Je pense que ça va faciliter l'amélioration pour tout le monde. D'autant plus que moi, je suis en Ile-de-France. Moi, ça va au niveau du sport pied-point. Je suis plus ou moins connu, j'ai plus ou moins mon réseau. Mais il y a plein de gens dans les campagnes ou dans les autres régions qui sont peut-être très, très bons, mais qui n'ont aucune visibilité et aucun réseau. Et c'est là qu'on se rend compte que, OK, avoir du talent, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Si tu n'as pas le réseau, si tu n'as pas les connaissances, si tu n'as pas les opportunités, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai mis en place cette plateforme digitale qui est disponible en format digital et en application mobile, disponible sur iOS et Android. Ouais. Et tu appelles justement ce que tu fais l'atelier. L'atelier l'art de boxer. Ouais. L'atelier l'art de boxer. Ouais. Pourquoi l'art de boxer? Alors, déjà, on est dans les sports de contact. Les sports de contact, bon, je vais dire au sens plus large, les sports de combat. Mais en fait, c'est les sports de contact. Et dans les sports de contact, c'est boxe, kickboxing, boxe thaï, savate boxe française, MMA. Et en fait, le point commun à toutes ces disciplines, c'est la boxe en vrai. Donc, c'est boxer. Donc, c'est les points. Et la boxe anglaise, le nom de la boxe anglaise, c'est le noble art. Un sport très noble qui inculque des grandes valeurs. Et donc, l'art de boxer, parce qu'on part de la boxe. Et l'atelier, parce que c'est le lieu, c'est l'endroit où on se forge. On forge les combattants à partir du noble art. Donc, l'art de boxer, l'atelier, l'art de boxer. Et là, justement, tu parles des combattants, les combattants qui souhaitent utiliser ce que tu crées, tu mets à disposition ce que tu crées aux combattants, mais aussi à d'autres profils. Mais une personne aujourd'hui qui souhaite utiliser ce que tu as créé, comment elle doit s'y prendre? Alors, c'est très simple. Pour utiliser la plateforme du quartier général, donc c'est le quartier général, qui est disponible en plateforme digitale et en application, inscription gratuite. C'est très simple. Si tu es combattant, tu t'inscris sur la plateforme, tu remplis ton profil, tu mets ton palmarès, tu inscris ta région, ta discipline, et à partir de là, tu as ton profil. Quand tu es sur l'application, tu as accès aux actualités, tu as accès donc à l'information, tu as accès au réseau, donc tu peux te connecter avec toutes les personnes, tous les utilisateurs de la plateforme, coach, boxeur, manager, professionnels de santé, centre de formation, etc. Et tu as accès à toutes les opportunités dès que tu es inscrit. Recherche de combattants, recherche de coach, recherche de sponsors. Donc, tu peux consulter et déposer des annonces. Donc, il suffit juste de s'inscrire, tu crées ton profil, tu peux contacter et être contacté par les utilisateurs. Donc, l'objectif, c'est juste de te connecter au bon endroit avec les bonnes personnes pour accéder aux opportunités. Et tu as un chat intégré dedans? Il y a un chat intégré. Tu peux te connecter avec les personnes parce que sur les profils, il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse mail, tu as un chat intégré, tu peux déposer tes vidéos. Si tu es combattant, tu mets tes highlights pour avoir de la visibilité, pour être sollicité par les managers, les promoteurs, etc. Tu peux faire des demandes de sponsoring, tu peux te connecter avec des salles de sport quand tu es à l'étranger ou quand tu es en vacances et que tu veux t'entraîner autre part. Tu peux contacter un coach, tu peux contacter un centre de cryothérapie, un centre de récupération. Tu as vraiment accès à toutes les informations directement depuis l'application. Et est-ce que tu as une liste de personnes, des acteurs différents qui peuvent justement intégrer la plateforme sans réserve? Alors, tout le monde peut accéder à la plateforme. Boxeur, coach, manager, club, préparateur physique, salle de sport, kiné, ostéo, donc tout ce qui est professionnel de santé en réalité, tout ce qui est speaker, fournisseur de matériel, fournisseur de ring, parce qu'en plus sur la plateforme, même si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vu que c'est lié à tous les sports de combat, on a la possibilité de mettre des annonces pour des opportunités, pour de l'achat, pour de la vente, pour de la location de matériel, pour des offres. C'est vraiment un mélange du bon coin, plus accès à certaines opportunités. Donc, tu as les organismes de formation, tu as les médias qui peuvent mettre en avant tel ou tel boxeur. Je sais pas, t'as vraiment tout. J'ai vraiment mis tout l'écosystème. Tu as des cutman. Cutman, c'est les coachs soigneurs que tu as besoin dans les coins. Qu'est-ce que tu as? Tu as des speakers. Tu as vraiment tout l'écosystème. Tu as vraiment tout. Et tout le monde peut s'inscrire gratuitement. L'objectif, c'est d'avoir la visibilité, d'être visible, de voir les opportunités, d'être contacté si on a besoin de toi. Donc, c'est vraiment accessible. Que tu es lié de près ou de loin au sport pied-point, au MMA, je t'invite à t'inscrire parce qu'en réalité, c'est que de la plus-value. Réseau, information, opportunité. Connecter les bonnes personnes au bon moment.
Et tout à l'heure, tu as dit qu'une phrase forte, c'est qu'il fallait aller au-delà du physique parce que la boxe, les sports de combat, c'est pas seulement du physique. Ouais. À quel moment tu t'en es rendu compte de ça? Déjà en tant que boxeur. En tant que boxeur, quand tu boxes, tu as toute ta préparation que tu fais technico-tactique et physique. Donc, c'est déjà deux choses différentes. Moi, j'ai dit je suis préparateur physique et je suis coach. C'est deux métiers totalement différents. La préparation physique est une chose. La préparation technico-tactique liée à ta discipline en est une autre. Et une fois que tu as les deux et que tu es censé être prêt le jour J, il faut jouer sur toute la préparation mentale. Parce que si mentalement tu n'es pas prêt, toute ta préparation tombe à l'eau. Donc, à un certain niveau, malheureusement, aujourd'hui, c'est à un certain niveau qu'on parle de préparation mentale, d'accompagnement, etc. Mais en fait, ça doit se faire dès le début. Il faut sensibiliser les boxeurs amateurs dès le début à être accompagnés, à être professionnels, à avoir un préparateur physique, des fois avoir un psychologue, parce que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de gestion d'émotions. Quand tu gagnes, ok. Quand tu perds, c'est beaucoup plus compliqué. Avoir un environnement sain, etc. Et ça, c'est la professionnalisation. Et encore une fois, on revient toujours à un écosystème, à un accompagnement, à avoir des personnes compétentes autour de soi. Donc du coup, le quartier général sert aussi à ça, avoir les bonnes personnes autour de soi pour être accompagné. Avant d'être accompagné, moi je dirais qu'il faudrait déjà avoir la science nécessaire, les connaissances nécessaires. Aujourd'hui, un combattant, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, je vais aller à l'UFC, je veux boxer au Glory, donc dans les grosses organisations. Ok, mais il ne sait pas comment il faut faire. Il ne sait pas à côté de qui il doit se placer. Il n'a peut-être pas de club. Il ne sait pas combien de fois par semaine il doit s'entraîner. Il ne sait pas qu'il doit faire attention à son corps, donc qu'il doit avoir des centres de récupération, un préparateur physique, un préparateur mental. Donc, il faut déjà sensibiliser les combattants pour qu'ils comprennent tout ça, pour avoir une ligne directrice et pour pouvoir avancer, en fait. Le quartier général sert à ça aussi. Ouais. Et c'est quoi un petit peu la logique, si tu pouvais décrire un petit peu le parcours logique de navigation entre l'atelier L'Art de boxer, le laboratoire et le quartier général? Alors, tu vas sur le site internet, tu tombes sur le site internet basique de l'atelier L'Art de boxer. Quand tu arrives sur l'atelier L'Art de boxer, tu as accès à plusieurs plateformes. Donc, c'est à toi de te connecter à la plateforme dont tu as besoin. Si tu veux accéder au quartier général, tu cliques, tu t'inscris et tu as un accès direct. Puis, tu peux aussi télécharger l'application qui est plus intuitive et que tu peux avoir à n'importe quel moment. Si ton objectif, c'est plutôt de t'initier, découvrir et de boxer, pratiquer, t'entraîner, tu vas sur le laboratoire. On a une troisième plateforme qui est le QG Market, qui est la plateforme qui permet d'acheter, louer et vendre du matériel. Mais de toute manière, toutes les plateformes sont accessibles depuis le quartier général. Donc en réalité, la chose la plus simple, c'est de télécharger l'application. Et une fois que tu as l'application, tu as les petits curseurs en haut qui te permettent d'accéder à toutes les autres. En fait. En sachant que l'atelier L'Art de boxer, c'est le site. C'est exactement, c'est juste le site et le concept global qui regroupe toutes les autres plateformes. D'accord. Tu es arrivé à un certain niveau, ça va être aussi ma question après, mais tu es arrivé à un certain niveau qui te satisfait assez pour pouvoir aller plus loin. Ouais, je level up à chaque fois, les choses sont assez bien faites, le destin est assez bien fait. Je sais pas, c'est la première année à travailler sur l'écosystème. Vraiment, il faut qu'il y ait tous les acteurs. Il faut que sur une seule plateforme, on ait accès à tout et que ça devienne incontournable. J'ai mis un an. Au début, j'avais que les combattants, les coachs, les managers, les organisateurs. Ça passe très bien, donc ça crée un écosystème. Mais en vrai, si tu n'as pas de sponsor, si tu n'as pas de médias, si tu n'as pas de speaker, si tu n'as pas de fournisseur de ring, tu t'en sors pas en vrai. Ouais. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai rajouté. Après, j'ai rajouté des fonctionnalités. Ouais, mais on a quand même besoin de l'actualité sportive. Parce qu'en fait, si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas les annonces, si on n'a pas un espèce de pôle emploi de France, je sais plus comment ça s'appelle, France Travail, de France Travail du combattant, ça sert pas à grand chose. Les réseaux sociaux, ça suffit. Donc, il fallait un réseau dédié avec les bonnes opportunités au bon moment, avec essentiellement les acteurs dédiés. J'ai mis un an. Une fois que j'ai trouvé ça, je me suis dit, OK, on va travailler sur le business model. Comment faire de l'argent? Voilà, il faut peut-être booster les événements, il faut peut-être booster les comptes. On a cette fiabilité aussi au niveau de la certification. Donc, on certifie les comptes. On a la possibilité de mettre des avis et des notes après une mise en relation, pour garantir une fiabilité de connexion. Parce que même si c'est de la mise en relation, c'est de la mise en relation professionnelle qualifiée. Ça veut dire que je vais contacter un manager, tout de suite après, je peux lui mettre une note, il peut répondre aussi à la note, un peu comme, je crois que sur Le Bon Coin ou sur Blablacar, je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, je voulais de la mise en relation qualifiée. Donc, tu peux certifier ton compte comme ça. Quand j'arrive sur ton compte, je sais que c'est pas un compte bizarre, l'interaction est de qualité, on gagne du temps, etc. Donc, tout ça, c'est la deuxième année.
on certifie, on met des fonctionnalités différentes, on trouve ce dont l'utilisateur il a vraiment besoin pour se mettre en avant. Et après, j'ai mis en place l'application. Une fois que la plateforme était mise en place, avec l'écosystème, on a mis en place l'application, plus ergonomique, plus intuitive, etc. Et après, on a rajouté des informations complémentaires, un QG Market, on a un petit shop aussi, une petite boutique en ligne, donc on peut mettre des partenariats, etc. Mais toujours petit à petit. Et à un moment donné, je suis arrivé sur des boîtes qui ont voulu tout de suite des partenariats, des boîtes qui ont voulu me suivre, des boîtes qui ont voulu passer en incubation, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, ça s'est fait. Après, on passe de OK, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais peut-être le faire à l'international parce que on est en France. En France, bon, ça met un peu plus de temps qu'autre part parce que les gens ils sont un peu réticents, parce que le pied-point il est peut-être un peu en train de mourir ou de s'éteindre, etc. Tu devrais l'ouvrir à l'international. Donc, on a rentré le multilangage et donc on ouvre à l'international. Maintenant qu'on ouvre à l'international, on se dit quartier général, ça passe pas trop. L'atelier l'art de boxer, c'est bien trop long. Il y a plein de noms. Allez, on va structurer tout ça. On va cibler sur un seul nom, un seul produit. Et du coup, on est sur ça. Et de l'autre côté, comment ça fonctionne? Parce que là, il y a le quartier général, mais le laboratoire, qu'est-ce que c'est le laboratoire et comment ça fonctionne exactement? Le laboratoire, c'est autre chose. Le laboratoire, l'objectif, c'est de découvrir, de s'initier et de se perfectionner en boxe pied-point. Donc là, si tu veux boxer d'où tu veux, quand tu veux, sans contrainte de temps, contrainte de matériel, tu t'inscris sur la plateforme, donc accessible soit depuis l'application au quartier général, soit depuis la plateforme de l'atelier l'art de boxer. Tu t'inscris, pareil, tu t'inscris. Une fois que tu es inscrit, tu choisis ta discipline, parce que tu peux faire du kickboxing, comme de la boxe thaï, comme de la boxe anglaise. Tu donnes ton niveau, et à partir de là, tu donnes les accessoires que tu as à ta disposition, et tu as la possibilité soit d'accéder à des tutos, qui te permettent de comprendre, de te perfectionner, soit des exercices à reproduire. Tu as la possibilité surtout d'élaborer toi-même tes séances. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite séance en boxe anglaise, au sac. On est deux, on est des loisirs, on a des élastiques, non, on a des frites, on va faire de la corde à sauter au début. Ça te génère une séance que tu peux reproduire. Donc tu as la possibilité de reproduire des séances, tu as la possibilité d'avoir des tutos. Tu as la possibilité de demander des programmes d'entraînement. Si tu es compétiteur et que tu veux un programme d'entraînement parce que tu boxes dans 2 mois et que tu n'as pas la possibilité de te préparer, tu as la possibilité d'avoir des programmes d'entraînement. Tu as la possibilité d'être en contact avec des coachs expérimentés pour du coaching aussi. Donc la plateforme du laboratoire, c'est vraiment un outil qui va te permettre de boxer sans contrainte. Et sur toute cette trajectoire que tu avais, forcément, pour en arriver là, tu avais des prévisionnels, tu avais essayé d'anticiper les choses, tu avais essayé de voir loin pour justement prévoir un petit peu tous les cas de figure. Parmi toutes ces prévisionnels, comment tu te trouves, toi? Ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu. Cette aventure m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris beaucoup de la conception du projet. À être plus patient. Je suis une personne qui me débrouille par moi-même de base. J'arrive à faire les choses, généralement quand je mets quelque chose en place, ça fonctionne. Je dépends que de moi, donc du coup j'avance très vite, je suis très productif, très réactif. Et là je suis arrivé sur un projet où j'avais besoin d'une équipe, des développeurs web, applications, etc. Et il y a toujours les aléas qui font que voilà, on s'impose grosso modo à la base certaines deadlines qui sont pas respectées. Du coup, le marketing, ça passe pas. On peut avoir 1, 2, 3 mois de retard. Je suis un mec assez avec du tempérament. Donc au début, je criais beaucoup. Après, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, à accepter qu'il faut avoir des matelas, voilà, ça se passe jamais réellement comme on le veut. Il faut être patient, ça met du temps. Il y a des aléas, des fois ça fonctionne, des fois il y a des imprévus. Et j'ai appris. Donc du coup, je suis beaucoup plus patient. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait dans le sens où au début j'étais super pressé, je pensais être précurseur, faire mon projet, être le premier, et je me suis rendu compte qu'en fait être le premier c'est pas le plus important. Faut avoir un bon produit qui parle, qui répond à une demande, et que tu sois le premier ou pas, ça va fonctionner, hein. Donc voilà, avant qu'il y ait les Netflix, etc., il y avait des vidéoclubs, c'est le même principe, c'est mieux fait. Et puis voilà, avant Amazon, il y avait autre chose. Il ne faut pas forcément être précurseur, il faut juste proposer un bon produit. Donc, je suis satisfait de mon produit et c'est un bon produit. Et même, je parlais avec des incubateurs et tout qui me disaient, de toute manière, si
tu crées un produit et que tu es vraiment tout seul sur le marché, il y a un souci. Ouais. Soit ton produit il est pas bon, soit que ça va pas marcher, etc. Donc au début, je pensais que j'étais tout seul. Fais tes recherches. Je me suis rendu compte qu'il y a 1, 2, 3 concurrents. Oui. Et c'était pas aussi complet. Donc au début, tu appréhendes un peu. Ah, je suis pas tout seul. Ouais, mais c'est pas aussi complet. Oui, mais même si t'es pas tout seul et que c'est la même chose, à toi de proposer un bon produit. À toi de le marketer parce qu'il faut savoir le marketer. À toi de faire le nécessaire, etc. Donc j'ai pris en patience. Je suis juste satisfait de mon produit parce qu'il est excellent. Je suis vraiment très fier de mon produit et je continue à le marketer, je continue à le peaufiner. Et je sais que quand les gens vont se pencher sur le produit, ils seront satisfaits. C'est plutôt ça. Ouais. Concurrence ou pas. Quand tu as construit ça, au moment où tu construis ça, quelle est la chose à laquelle tu es confronté, à laquelle tu t'attendais pas? Alors, dans un premier temps, la chose la plus compliquée, c'est d'avoir la vision. Déjà, c'est la vision. Ça part d'un constat. Donc, je suis sur le laboratoire. Je suis en train de travailler sur mon laboratoire. Je me rends compte qu'il y a un besoin beaucoup plus grand. Ok, je me dis, bon, je vais mettre en place un écosystème. Ah oui, mais attends. Il y a qui exactement dans l'écosystème? Donc déjà, il faut bien comprendre l'écosystème, de qui on a besoin. Vraiment être impliqué. Donc c'est vraiment une question de connaissance. On a besoin de qui? Donc comprendre, avoir la vision, qui sert à quoi, du pourquoi, du comment, etc. Donc c'est avoir la vision. C'est compliqué parce que je suis seul dans mon projet. Donc, du coup, je réfléchis seul. Donc, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de nuits. Je dors peu, je suis focalisé, toujours focus sur, OK, qu'est-ce qui manque? Je parle avec mes développeurs. OK, à chaque fois, on essaie d'améliorer la plateforme. Mais c'est ça, c'est comprendre l'écosystème. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que ça sert de mettre, par exemple, des arbitres? Non, les arbitres, ça sert à rien parce que les arbitres dépendent de la fédération. Donc, non, en fait. Donc, il faut vraiment comprendre l'écosystème. Une fois que tu as compris réellement l'écosystème, donc c'est une question de vision, comment tu fais pour ajouter les éléments à côté. Donc voilà, il y a des annonces, tu peux consulter des annonces, recherche de coach, recherche de boxeur, recherche de collaboration. Il y a l'actualité sportive. OK, ben pourquoi? Parce que quand tu es sur l'application, on a besoin d'informations. La science, tu as des podcasts, tu as des lives, tu as du streaming, tu as des replays, donc tu as l'actualité sportive, tu as des articles. Et tout ça, c'est mettre en place d'abord l'écosystème, puis tout ce qui gravite autour. C'est juste la vision. Avoir cette vision, être focus et se dire que peut-être que les gens ne comprendront pas au début, mais avec le temps, ça va le faire. C'est des projets qui mettent du temps en réalité. C'est des projets qui sont sur du long terme. Mais bon, je suis un entrepreneur, donc j'ai l'habitude. Et comment tu te comportes face à, et comment tu reçois les choses face à des gens auxquels tu pitches ton projet, à qui tu parles de ce projet-là, le laboratoire, le quartier général, et qui ne comprennent pas forcément ou qui ne vont pas dans ton sens. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus frustrant, c'est pas ceux qui comprennent pas, c'est l'indifférence. C'est très, très dur. J'ai beaucoup appris sur ça. Quand tu as un projet et que tu en avances sur ton projet, on prend un peu pour un fou. Tu racontes ton projet, bon, le laboratoire, mes proches ont compris et ils ont tout de suite adhéré, mes proches. Mais parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent ma pédagogie, ma méthodologie de travail, etc. Ah, c'est logique, Stéphane. C'est normal. Oh, ça va marcher. Non, ça va pas forcément marcher parce qu'il faut me connaître. Pour savoir comment je travaille, et il faut adhérer. Parce que faire de la boxe en digital, les gens, ils sont pas spécialement pour. C'est un peu comme le sport fitness. À l'époque, nous, on donnait des cours, c'est des cours physiques. On regarde aujourd'hui, maintenant, c'est des cours sur écran. Mais il y a 15-20 ans, si on t'avait demandé de parier sur ça, les gens, ils l'auraient pas fait. Voilà, c'est un peu après la même chose avec la boxe. Donc, la boxe en digital, il y a des gens qui vont se dire oh, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ça marche pas, il faut un coach. Moi, j'ai besoin de taper, etc. Alors qu'il y a des méthodologies qui fonctionnent très, très bien. Donc, sur le laboratoire, ça passait. Sur le quartier général, c'est un peu différent parce que je suis dans le milieu. Ça veut dire que j'avais des groupes, des communautés sur WhatsApp, sur Messenger, etc. Et j'ai balancé l'information une fois que la plateforme était structurée. Et il y a des personnes qui ont tout de suite adhéré, qui ont été motivées, et des personnes qui sont restées impassibles, qui n'ont pas calculé. Et c'est là que ça pique un peu. Ouais. C'est là que ça pique parce que moi, je sais que mon projet, il est bon, il est efficace et il est prolifique pour tout le monde. Il va faire gagner et du temps et de l'argent à tout le monde. Mais le temps que les gens comprennent, déjà, c'est du digital. Donc, les anciens, ils ont un peu plus de mal avec le digital. Il y a ceux qui sont cantonnés à leur petit réseau et qui pensent un peu qu'à eux. Donc, non, moi, j'ai mon réseau, donc c'est pas la peine. Alors qu'il faudrait peut-être jouer le jeu, etc. Et c'est là que c'est compliqué. Se dire que tu balances ton projet, il est bon.
Mais les gens, ils le négligent un peu. Peut-être que parce qu'il n'est pas finalisé ou parce qu'il n'y a pas un tel ou un tel sur le projet, il n'y a pas une grosse tête, une grosse célébrité, on ne calcule pas. Et ça, c'est très dur. Ouais. Et comment tu vis ça, toi, à ce moment-là? J'ai appris à faire avec. C'est compliqué. Hein. Des fois, t'en veux aux gens, mais pourquoi il s'est pas inscrit? Je le connais. Ouais. Oh, c'est dur. C'est tellement ça. Mais il faut accepter. Et vu que je travaille dans l'analyse comportementale, etc., j'ai beaucoup appris à comprendre que chaque personne est différente. Chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui ont le droit d'être égoïstes. Il y a des gens qui ont le droit d'être altruistes. Chacun est comme il veut. Et si ton projet il est bon, si mon projet il est bon, va au bout de ton projet et quand ils en auront besoin, ils s'inscriront. Et puis voilà. Ouais. Mais c'était très, très dur au début. Je suis dans le milieu, je connais plein d'organisateurs, je suis en Ile-de-France et je vois des présidents de clubs qui sont pas inscrits et qui me disent bonjour et ouais, tu me dis bonjour. Ah, c'est bien ce que tu as fait. Hein. Ouais, mais t'es pas inscrit. Ouais, mais t'es pas inscrit. Ouais, c'est gratuit, pourquoi tu t'inscris pas? Tu vois? Il faut accepter, il faut juste accepter. Et avec le temps, il faut comprendre aussi que peut-être que je le markete pas assez bien. Je me remets aussi en question. Je vais en reparler, je vais structurer peut-être un peu plus la chose pour qu'ils comprennent qu'il a quelque chose à y gagner, parce qu'en fait, tout le monde a quelque chose à y gagner, etc. Et j'accepte. Les choses feront le temps fera les choses avec le temps. De toute façon. Et à ce moment-là, tu crées cette plateforme avec ces deux dualités. Ouais. Quels sont les concurrents à ce moment-là? Et aujourd'hui même? Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est que lorsque je mets en place la plateforme, je mets en place un écosystème complet. Là où les concurrents, je ne sais plus s'ils sont toujours d'actualité, là où les concurrents se précipitent sur une partie de ce que je fais. L'avantage de ma plateforme, c'est qu'elle est vraiment ultra complète. On peut parler à 10 minutes de toutes les fonctionnalités qu'on peut faire, on peut vraiment tout faire. Les concurrents, il y avait des concurrents qui mettaient en place juste la possibilité, donc une application qui te permet de trouver des partenaires d'entraînement. Super intéressant, super bien, mais quand on n'est que à ça. Il y a des concurrents qui ont essayé de mettre approximativement la même plateforme que moi en place, un petit peu avant, mais que sur le MMA par exemple, et pas avec les professionnels. Donc voilà, moi j'ai essayé de prendre vraiment le concept à 360. Il faut des professionnels parce qu'il faut un accompagnement. Donc, on part du boxeur parce qu'effectivement, c'est le boxeur qui a besoin de se professionnaliser, qui a besoin de vivre de sa passion, de monétiser, etc. Mais il a besoin d'être accompagné. Donc, effectivement, il lui faut un club. Effectivement, il lui faut un coach. Bien entendu, s'il est pro, il lui faut un manager. Il faut qu'il soit en contact avec les organisateurs, mais il a besoin de tout l'accompagnement à côté. Préparateur physique, préparateur mental. Pour les événements, on a besoin d'un speaker, on a besoin de vidéastes, on a besoin des médias. Et les autres n'ont pas pensé à ça. Et c'est là où moi, j'ai fait la différence. J'ai pensé vraiment à tout l'écosystème en 360. Il y a les salles de sport, parce qu'en réalité, effectivement, quand tu es combattant, tu veux vivre de ta passion, mais vivre de ta passion, c'est pas forcément que sur le ring. Totalement. Moi, je forme mes boxeurs, ils sont comme moi. C'est des boxeurs, des très bons boxeurs, qui font de l'argent sur le ring, mais qui sont coachs de boxe en dehors du ring. Tu peux vivre de ta passion sur et en dehors du ring. Donc, tu peux te former. Donc, il y a les organismes de formation. Tu te formes, tu comprends mieux ta discipline, tu boxes peut-être différemment. Tu peux travailler en salle de sport ou faire du coaching. Tu es peut-être mieux rémunéré que si tu travailles, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais dans le bâtiment, etc. Là où ça va peut-être t'user alors que tu es déjà boxeur. Il y a plein de petits parallèles à prendre en considération pour te professionnaliser et pour faire en sorte de perdurer essentiellement dans ce que tu aimes, en fait. Et donc, moi, j'ai pensé à tout ça. Et c'est là où il y a vraiment une plus-value sur le quartier général, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, tout à l'heure aussi, tu l'as abordé, que les gens, voilà, ils s'inscrivent pas. Il y en a qui s'inscrivent et d'autres qui s'inscrivent pas. Ouais. Quels sont les freins que les gens peuvent rencontrer et finalement, c'est quoi, toi, ton business model sur la plateforme que tu as créée? Quels sont les freins? Je pense que ceux qui ne s'inscrivent pas de manière générale, c'est soit parce qu'ils ont déjà leur réseau et qui disent « moi, j'ai déjà mon réseau, j'ai pas besoin de ça ». Ils ont peut-être raison, mais le problème, c'est que si tout le monde pensait comme ça, il n'y aurait pas trop la possibilité aux autres d'avoir accès au réseau. Moi, quand je boxais, j'étais pas connu et j'avais pas de réseau. J'ai construit ma carrière de boxeur essentiellement sur de la compétition. Pas de gros événements médiatisés, etc. Parce qu'on ne m'appelait pas, parce que j'avais pas de réseau. Pour qu'on me connaisse, aujourd'hui on me connaît, mais c'est parce que j'ai boxé, j'ai fait des compétitions et j'ai surtout tout gagné dans toutes les compétitions, dans toutes les fédés. Donc au bout d'un moment, tu arrives en équipe de France, donc on te connaît. Donc ok, c'est Stéphane, ok, et petit à petit, c'est ça. Mais j'ai dû le travailler sur des années.
les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Et c'est pour ça que je mets en place la plateforme. Tu habites en Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, tu es super bon. Si tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas performer. Et il faut penser à lui. Il faut qu'il ait un endroit où il s'inscrit, il met son palmarès, il met ses vidéos et qu'il puisse être recontacté parce qu'on voit son niveau, sa AKT, etc. On en a besoin. Ce n'est pas forcément les meilleurs qui sont au devant de la scène. C'est ceux qui ont le réseau. Donc, moi, je le sais. Donc, réseau, information, opportunité, les trois là rassemblés font qu'on arrive sur la plateforme. Et ceux qui n'y vont pas, ils ont déjà leur réseau ou ils ont du mal avec le digital, tout simplement. Ouais, mais moi, j'ai l'habitude, sur Facebook, on a un groupe. Ben voilà, ok, ils s'arrêtent sur ça. Les anciens, ils sont beaucoup sur ça. Les nouveaux, je pense que la nouvelle génération, eux, ils vont peut-être plus s'inscrire parce qu'on est dans l'ère du digital. Ça va super vite, en quelques clics. Tu as tout de suite l'information. Donc, eux, ils vont peut-être suivre. Donc, ça va mettre un peu de temps. Et sinon, qui est-ce qui peut ne pas s'inscrire? Peut-être que l'information n'est pas passée aussi. Mais généralement, je pense que c'est ça. J'ai déjà mon réseau. Ou il y a qui est inscrit sur la plateforme. S'il n'y a personne de connu, je ne m'inscris pas. Peut-être. Je ne sais pas, tu vois. Mais je ne sais pas. En réalité, je pense que ça coûte rien puisque la plateforme, elle est gratuite. L'inscription, elle est gratuite. D'accord. C'est une application ou c'est une plateforme. L'objectif, c'est que tout le monde ait accès à l'information. Mon business model est fait sur un principe de premium et de freemium. Ça veut dire que quand tu t'inscris, tu es en freemium, tu as les informations de base, tu peux prendre les contacts, tu peux suivre l'actualité, tu peux consulter et déposer des annonces. Et si tu te mets en premium, tu as accès à des fonctionnalités complémentaires. Tu peux communiquer directement via la plateforme, tu peux déposer des vidéos, tu peux faire beaucoup plus de choses. Et en termes de collaboration ou partenariat, tu as des visibilités là-dessus de personnes ou de structures vers qui tu peux aller, que tu démarches j'ai des partenariats, j'ai des équipementiers et on en fait régulièrement. Ça peut être par trimestre, ça peut être annuel, ça peut se faire. Actuellement, j'ai un organisme de formation qui s'appelle Challenge Academia, qui est un organisme de formation axé sur le digital, donc dans la même ligne conductrice que nous, et avec qui je bosse bien, parce que je suis partisan de la formation. C'est vraiment très, très important, et qui sont mes partenaires depuis le début. Et voilà, après, j'ai Fight Nutrition Academy pour la diète, etc. Mais j'ai plusieurs partenaires. J'ai des équipementiers, et après, c'est selon les contrats. Et plus on va rentrer dans le vif du sujet, plus on aura des partenaires. Mais ça peut être des partenaires entreprises, mais ça peut être sur du physique, ça peut être sur des événements. On est souvent représenté par nos speakers, donc sur les événements sportifs, les galas. Voilà. On fait gagner des t-shirts, des fois on est partenaire, on donne des gants, etc. Donc il y a plein de choses qu'on met en place, mais on compte être vraiment sur le physique et sur le digital, vraiment partout. Et là, sur les 5 prochaines années, là, tu te vois comment là, avec ce business-là, avec cette structure-là Dans 5 ans, je me vois... Alors déjà, cette année, on est sur une ouverture à l'international. Donc déjà, l'application, depuis quelques mois, elle est disponible en plusieurs langues, arabe, espagnol, anglais. Tu peux retrouver des Suisses, des Belges, des Canadiens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais sur la plateforme. On essaie d'avoir vraiment un écosystème international, des gens du Moyen-Orient. Et l'objectif, c'est de devenir incontournable à l'échelle internationale, que ce soit la plateforme de référence, qu'il y ait les gros événements, qu'il y ait les gros sponsors, que tout se passe en quelques clics sur la plateforme. L'objectif, c'est d'être incontournable. Parce que le concept et l'écosystème est vraiment à 360. On peut vraiment tout faire dessus. Donc là, on va être sur une notion de marketing, de communication. On va essayer d'être agressif pour que les gens comprennent, parce que c'est vraiment de la compréhension. Une fois que les gens comprennent le concept, les gens comprennent que c'est une question de connaissance, de réseau, d'opportunité, et qu'à la base, c'est gratuit, ils vont s'inscrire. Et après, c'est un écosystème prolifique, et c'est un échange de bons procédés. Normalement, ça devrait le faire. Et justement, j'allais te le demander, c'est que là, on arrive à l'arrivée au résultat, finalement, de ce que tu as produit, de ce que vous avez produit. Mais pour en arriver là, il y a eu toute une trame, toute une trajectoire. Avec des hauts et des bas. Ouais. Quels sont ces hauts et ces bas? Les hauts, c'est que ça fait 3 ans que je suis hyper stimulé par le projet. La réflexion, j'aime réfléchir, j'aime la stratégie, j'aime visualiser, me projeter, etc. Donc, c'est super stimulant. Je dors pas beaucoup, mais c'est super stimulant à côté de tout ce que je fais à côté. Donc, ça, c'est le point positif. Ça me permet de me pencher sur le sujet, d'essayer de mettre en place un écosystème
profitable à tous aussi. Donc, toujours dans la continuité de ce que j'aime faire. Il y a des bas, hein, il y a des fois. Je ne vais pas dire que je baisse les bras, mais il y a des baisses de motivation des fois. Parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours que ça marche tout de suite. C'est mon projet, je suis hypé. Mais pourquoi on n'est pas 1 milliard sur la plateforme? Ce qui est tout à fait normal. Donc, des fois, il y a des baisses de motivation. Il faut poster tous les jours sur les réseaux. Il faut être actif tous les jours. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de jour off. Moi, j'ai pas de dimanche, j'ai pas de week-end. J'ai pas de vacances. Je peux partir en vacances si je veux, mais voilà, je suis livré à moi-même. Et donc, des fois, tu as des coups de mou. Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Je suis boxeur. Voilà, c'est un peu comme quand tu boxes. Une défaite, peut-être 2 défaites. Ouais, tu vas te remettre en question, ok, mais l'objectif, c'est de reperformer derrière. Et voilà, tu gagnes, tu perds, mais tu boxes. Voilà. Donc là, c'est ça. Mon projet, je sais qu'il est viable. J'y crois à fond et je suis super fier de mon projet. Donc, ça va mettre le temps que ça met. Après, je me suis beaucoup documenté. Je regarde comment les autres startups fonctionnent. On sait qu'une grosse plateforme, déjà, ça ne fonctionne pas tout seul. Il te faut des gros partenaires. Mais ça met tout le temps du temps. Totalement. Tout le temps du temps. Là, tu réponds à un besoin, les gens ne savent même pas peut-être qu'ils ont ce besoin-là. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les former. Il y a tout un travail, j'en suis conscient. Donc, travailler l'endurance. Et qu'est-ce qui te permet à toi de justement tenir sur cette endurance? Qu'est-ce qui te permet de ne pas baisser les bras et de rester la tête haute et d'aller de l'avant? J'en ai plusieurs. Déjà, je me dis que si je m'arrête là où j'en suis, j'ai fait tout ça pour rien. Je suis quelqu'un, je vais toujours au bout de ce que je fais, au bout des choses. Mes mots-clés, c'est détermination, professionnalisme, fiabilité. Je vais au bout des choses. Je vais au bout des choses, quitte à me casser la figure. Je vais aller au bout des choses. J'aime bien me tromper par moi-même. Donc, je vais aller au bout des choses. Mais le petit hic, c'est que je suis confiant sur mon projet parce que j'y crois vraiment et il est vraiment très, très ficelé. Très, très bon. D'utilité publique, profitable à tous, c'est un écosystème, c'est un réel besoin, c'est des réels besoins qu'on a réellement dans tout l'écosystème, avec un univers des sports de contact et du MMA qui est en expansion. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'UFC, on entend beaucoup parler de Cyril Gane, si tu connais, etc. On est en expansion. Il y a de l'argent, il y a le public, il y a de plus en plus d'adhérents. En réalité, on est en expansion. C'est juste qu'au niveau des interactions, la connexion, ça fait un peu défaut. Du professionnalisme. Donc, j'ai l'outil. Si je m'arrête, qui va le mettre en place? Parce que beaucoup, je pense, ont eu l'idée, mais avoir l'idée et la mettre en place, c'est encore autre chose. Je suis un homme d'action. Je le fais, je me dévoue. Je le fais, c'est mon investissement, c'est financier, au niveau du temps, etc. J'y crois et je pense que c'est profitable à tous et je pense qu'on en a réellement besoin. Donc, je lâche pas. Et pourquoi tu as voulu construire ces 2 business models-là? D'où t'es venue cette idée? Le laboratoire, c'était juste la concrétisation de mon savoir-faire. Je voulais juste transmettre mon savoir-faire au niveau digital parce que sur une journée, sur du physique, je ne peux pas dispenser mon cours à toute la France. Donc, pour toutes les personnes qui voulaient avoir accès à mes méthodes de travail, j'ai mis en place du digital où c'est ma voix, c'est mes vidéos, c'est mon concept, c'est mes méthodes de travail. Donc, accessible à tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Donc, ça, c'est le laboratoire. Le quartier général, c'est d'utilité publique. Je voulais absolument mettre en place un outil qui permet de connecter les bonnes personnes au bon endroit. Un outil dédié au sport de combat, vraiment, pour avoir accès aux opportunités. Est-ce que tu as eu des retours sur des personnes que tu as pu mettre en relation entre elles, des personnes qui sont rentrées en contact grâce à... Oui, alors la plateforme, elle est libre d'accès et je n'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe vu que c'est une plateforme de mise en relation. Par contre, oui, j'ai beaucoup de retours, déjà des organisateurs, tout simplement qui me remercient parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met en place un événement, on a besoin de tout un écosystème. De médias, de speakers, de fournisseurs de ring, de matériel, etc. Et on a très, très, très souvent des désistements de dernière minute au niveau des combattants. Donc, on a toujours, dans les 10-15 jours avant l'événement, des organisateurs qui sont un peu en stress parce que voilà, il manque 3, 4, 5, 6 boxeurs. Ouais, et là, la plateforme, elle est super utile. Elle est utile parce que l'organisateur, il va sur la plateforme, il recherche le combattant dont il a besoin, selon la discipline, selon le poids, selon le niveau, des fois même selon la région. Et du coup, il peut tout de suite se mettre en relation avec lui ou avec son coach ou avec son manager.
Du coup, ça évite beaucoup de problèmes au lieu de retirer des combats, etc. Et ça crée aussi des opportunités pour les boxeurs qui sont inscrits, qui sont appelés et qui, du coup, ils sont contents. Ah, on m'a appelé grâce au quartier général, etc. Mais ça va de même. Hein. Moi, j'ai des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux qui m'ont dit « Ah, Stéphane, ton application, je me suis inscrit. J'ai 2-3 boxeurs qui m'ont appelé. » Justement, parce qu'on on est plus dans la préparation mentale, maintenant, dans la préparation physique, dans l'accompagnement, kiné, ostéo, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un écosystème. Même les salles de sport et les clubs qui me disent « Ah, franchement, je me suis inscrit sur l'application. Il y a des personnes qui sont passées parce qu'elles m'ont vu en termes de visibilité sur la plateforme. » Donc, j'ai beaucoup de retours. Après, c'est du quotidien, donc je pense que je fais même plus attention. C'est vraiment les organisateurs qui me font des vrais retours parce que ça peut sauver une fight card, un matchmaking, en fait. Quand tu as ton main event qui s'est blessé, quand tu as 3-4 boxeurs qui, à 3-4 jours de l'événement, ne sont plus disponibles, tu as besoin de boxeurs tout de suite. Bien sûr. Et bon, après, tu peux faire appel à tes réseaux, à passer des coups de fil, etc. Mais ça te demande du temps, c'est énergivore, etc. La plateforme, en 2-3 clics, selon le niveau, la discipline, la région, etc., tu trouves tout de suite, tu contactes tout de suite, ça va super vite. Donc, il y a vraiment un gain de temps. Justement, si tu n'avais pas ça, si tu n'avais pas ces idées d'entrepreneuriat, si tu n'avais pas le coaching, si tu n'avais pas la boxe, tous les statuts que tu peux avoir là, t'es qui, Stéphane? Je suis un père de famille. Ah, mais si tu m'enlèves tout le côté professionnel, je suis un père de famille. Je suis un père de famille, en plus, qui gère sa famille comme une entreprise. Donc, je suis un père de famille qui est beaucoup sur ses enfants, un petit papa poule. Donc, si tu m'enlèves tout le côté professionnel, je suis un père de famille responsable. Magnifique. Si tu te vois dans 10 ans, quelle est la projection que tu fais de toi dans 10 ans? Moi, me regardant moi-même, dans 10 ans, j'aimerais me voir accompli, avec une satisfaction d'avoir pris du temps pour construire quelque chose d'utile et que cet outil, ce projet soit vraiment profitable à tous à l'international. Donc juste cette satisfaction de me dire, t'as pas fait tout ça pour rien et t'as aidé la communauté du monde des sports de contact. Ouais. Et si tu te laissais un petit mot à toi dans 5 ans, ça serait quoi le mot que tu te laisserais là? J'espère que tu seras fier de moi parce que je charbonne. J'espère que ça a porté ses fruits et j'espère que tu sauras faire le nécessaire pour que ça perdure dans le temps et que tu continues à contribuer à aider l'écosystème. C'est beau. Ouais. C'est beau. Ouais. Et si tu pouvais laisser un mot à tous ceux qui nous écoutent, et peut-être même plus, à toute l'humanité? À quel sujet? Ce que tu veux. À quelqu'un peut-être qui est passé par où toi t'es passé, qui a eu peut-être du challenge, qui est arrivé finalement à un endroit mais qui se pose encore des questions. Je dirais qu'il faudrait essayer dans la vie d'être plus solidaire, de s'entraider. La concurrence, c'est pour les gens en bas. En haut, on s'entraide parce que c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va performer en réalité. On devrait plus s'aider, je pense, de manière générale, dans le sport comme dans la vie. L'entraide, c'est vachement important. On a besoin d'être soudés. Ça fait la boucle est bouclée. Exactement, parce que on en a parlé au début, justement, dans le cadre dans lequel tu as grandi. L'entraide, était très présent. Ouais, c'est ça. Bouclé est bouclé. Je pense que c'est la clé en finale. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Merci beaucoup pour cet échange qui était très intense, très instructif, que ce soit au niveau humain, l'humain que tu es, Stéphane, et les valeurs qui t'ont construit, les valeurs que tu portes aujourd'hui et qui font de toi celui que tu es aujourd'hui et ce que tu veux apporter à l'humanité. Ah, c'est gentil, merci à toi. Merci pour ton accueil, merci pour cette lecture et cette trajectoire. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. On se fait un petit clap. 1, 2, 3. Yes, magnifique. Excellent.